Bonjour, dans cette capsule, nous allons étudier la complexité de certains algorithmes de tri. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme de tri? Eh bien, c'est une procédure qui, lorsqu'on lui fournit une liste de nombres qui n'est pas spécifiquement ordonnée, va rendre la même liste de nombres, mais classée du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, voyons tout de suite un premier exemple d'algorithme de tri qu'on va étudier un peu plus en détail après, mais pour l'instant, juste un exemple. Dans cet algorithme-là, l'idée est la suivante. On regarde la liste, donc ici, elle est là, et on va chercher dans cette liste le plus petit élément. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va dire, est-ce que 3 c'est le plus petit élément? Je ne sais pas pour l'instant. Ça pourrait être le plus petit élément, mais ça pourrait aussi ne pas l'être. Donc je vais regarder si 3 c'est plus petit que 2. Si oui, je garde 3 comme plus petit élément. Sinon, je prends 2. Ben, comme 2 c'est plus petit que 3, je dis pour l'instant mon plus petit élément c'est 2. Puis je compare 2 à 1. Est-ce que 2 c'est plus petit que 1? Non. Donc le plus petit élément pour l'instant c'est 1. Puis je compare 1 au suivant, qui est 1 aussi. Donc pour l'instant il est plus petit, je le garde. Puis à 5, est-ce que 1 c'est plus petit? Oui, donc je le garde. À 6, oui. À 7, oui. À 2, oui. Donc le plus petit élément c'est 1. Une fois que j'ai trouvé mon plus petit élément, je l'échange avec l'élément qui est à sa place. Donc le 1 et le 3, je les échange. De cette façon-là, le 1, qui est le plus petit élément, il est bien au début de la liste. Et puis je recommence exactement la même procédure avec le reste ici, de ce que j'ai. Donc ici, je vais chercher le plus petit élément, ça va être encore une fois 1, et je vais aller le mettre à la place de 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à la fin, ma suite soit complètement ordonnée du plus petit jusqu'au plus grand. Ainsi, pour aller au bout de cet algorithme, on a utilisé deux types d'opérations. D'abord des comparaisons. On a dit est-ce que 2 c'est plus petit que 1? Donc on a fait des inégalités, on a testé des inégalités. Et puis on a utilisé un autre type d'opération, les échanges. On a échangé 1 et 3 de place. Ça en anglais, ça s'appelle un swap, donc dans la suite on va dire swap. Donc quand on va calculer la complexité, on va dire, on doit compter le nombre total d'opérations qu'on a faites, donc on va compter le nombre d'inégalités qu'on a testées et le nombre de swaps qu'on a effectués. Mais ces deux opérations-là, elles ne sont pas de la même nature. Et on se demande pourquoi on devrait les considérer, les mettre sur un pied d'égalité. Alors on va créer des fonctions de test ici, qui vont nous tester le temps moyen que prend une inégalité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une variable x et on lui assigne une valeur qui est un tableau de nombres, des nombres qui sont choisis au hasard entre 0 et n, et on en prend n. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place une horloge qu'on va faire démarrer ici. On va faire n inégalités, on va à chaque fois tester pour chaque élément de notre tableau, on va tester s'il est plus petit que le suivant. Juste on teste, on n'enregistre même pas la réponse, on fait que le test. Et ensuite on arrête l'horloge et on regarde le temps que ça a pris. Et on dit, on va écrire qu'on a testé n inégalités, que le temps total c'est ce qu'on a trouvé, et le temps moyen c'est ce nombre qu'on a trouvé ici, le temps total divisé par n. Et puis après on a une autre procédure qui fait exactement la même chose avec les échanges, avec les swaps. Donc on va tester ça ici, on va lancer cette procédure et on va voir ce que ça nous donne. Donc c'est parti ici. Voilà, donc là il est en train de tester 1 million d'inégalités, on va voir combien de temps ça lui prend. Et après il va tester 1 million de swap et on va voir combien de temps ça lui prend. Donc là on voit que le temps pour faire 1 million pour tester 1 million d'inégalités c'est 0,33 secondes et ça fait une moyenne de 3,36 10-7 secondes par inégalité. Et pour les swaps, il a mis beaucoup plus de temps. Vous voyez ici, il a mis 1 seconde 0,7 et ça fait 1,07 10 puissance moins 6 secondes par swap. Donc un swap, ça prend plus de temps que
une inégalité. Ici, on a l'impression que ça prend 3 fois plus de temps. Donc, on ne peut pas considérer que quand on va calculer la complexité, on va compter les inégalités au même titre que les swaps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on va calculer la complexité, on va dire que c'est A fois le nombre de comparaisons plus B fois le nombre de swaps, ou dans notre tête, A c'est le temps moyen pour une comparaison et B le temps moyen pour un swap. Alors pourquoi on ne va pas juste remplacer A et B par la valeur? Eh bien parce que ça dépend des ordinateurs. Si vous faites les tests chez vous, vous ne trouverez pas la même chose ici. Et même si moi je le fais une deuxième fois, regardez, je vais trouver d'autres valeurs. Alors pourquoi? Parce que à l'arrière des processus que je suis en train de vous montrer, dans mon ordinateur, il y a d'autres choses qui tournent. Par exemple, le programme qui enregistre cette capsule. Et ce programme, eh bien, il demande parfois un peu plus de temps de CPU à mon ordinateur, et de temps à autre, il en demande un peu moins. Donc ça va ralentir les calculs ou bien au contraire les accélérer. Vous voyez qu'ici, par exemple, ça a pris un petit peu plus de temps, aussi bien pour les inégalités que pour les swaps. Mais le rapport reste à peu près le même, un rapport de 1 sur 2, voire 1 sur 3. Ici plutôt 1 sur 3. Conclusion, dans la suite, quand on va calculer la complexité, on prendra bien en compte le nombre de comparaisons d'un côté, qu'on multipliera par un petit a, et le nombre de swaps d'un autre côté, qu'on multipliera par un petit b. Ensuite, une fois qu'on aura écrit un de nos algorithmes de test, de tri, pardon, on va vouloir le tester. D'abord vérifier que c'est bien un algorithme de tri et qu'il range bien une liste non ordonnée en une liste ordonnée. Donc on a créé ici une fonction de test qui va prendre en argument d'abord une de nos fonctions de tri et ensuite un certain nombre de tests qu'on va lui proposer. Donc on va regarder ça un tout petit peu plus en détail. Ici, d'abord, on va lui demander de trier cette liste-là à l'aide de la fonction func, qui est passée en argument ici. Donc il va tester et il va nous écrire le résultat. Il va ranger ça dans l'ordre et il va nous écrire le résultat. De cette façon-là, on pourra bien vérifier que notre algorithme de tri fonctionne. Ensuite, on va prendre un certain nombre, le nombre qui est indiqué ici, nombre de tests. On va prendre ce nombre-là et on va faire ce nombre-là de tests. Et un test, c'est quoi? C'est remplir un tableau de nombres avec 15 000 nombres. Ici, on va en prendre 15 000. Et ces nombres, ils sont choisis au hasard entre 0 et on a combien ici 1 million. Donc on prend 15 000 nombres pris au hasard entre 0 et 1 million et on met notre horloge en route, on applique la fonction de tri à cette liste de nombres-là, on arrête le chronomètre, on regarde le temps que ça a mis. Et puis à la fin, quand on a fait tous nos tests, on regarde le temps moyen. Et ensuite, on fait encore deux autres tests sur deux listes bien particulières. La liste inversée, qui commence à 15 000 et qui descend 14 999, 14 998, etc. jusqu'à 1. Ça, cette suite-là, on l'appelle worst 1. Alors worst, c'est pire, et parce que c'est l'un des pires cas pour certains des algorithmes qu'on va voir ensuite. Et il y a un autre pire cas, qu'on verra aussi, qui est la liste cyclique. Alors la liste cyclique, c'est quoi? Eh bien, c'est pratiquement la liste dans le bon ordre, comme ça, sauf que vous retirez le premier et vous venez le mettre à la fin. Donc ça fait un espèce de cycle. Voilà. Donc cette liste-là, c'est le pire cas pour certains de nos algorithmes. On va voir ça tout à l'heure. Et donc on va aussi tester notre fonction de tri sur ce pire cas quand on met 15 000 éléments dedans. Alors, on va regarder ensuite oui,
On va regarder ensuite un cas particulier. C'est quoi? C'est l'algorithme de tri qu'utilise Python lui-même. Donc nous, on va créer nos propres algorithmes de tri, on va les voir juste après. Mais avant, on va déjà regarder ce que fait cette fonction test ici. Quand on lui passe en argument l'algorithme de tri de Python. Comme ça, on va voir déjà si cet algorithme est efficace ou pas par rapport à ceux qu'on écrit ensuite. Alors, on est obligé de créer une fonction ici pour pouvoir l'appliquer func de x. Donc, on doit avoir une fonction. Cette fonction, je l'ai appelée cheat parce que c'est pas nous qui l'avons écrite, donc c'est un peu de la triche. Donc, cheat de numbers, c'est une fonction qui va prendre une liste de nombres et qui va les ranger en demandant à Python de le faire à notre place. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester cette fonction-là. Donc, allons-y. Avant, il faut que je commente ces deux lignes-là de manière à ce que ça n'intervienne plus dans la suite. Alors, on est parti pour ce test de cheat ici. Hop, voilà. Et vous voyez ici que cet algorithme, il a mis 0,006 secondes pour le test numéro 1, la première liste de 15 000 éléments. Il a mis un petit peu plus de temps après pour les autres, mais en gros quand même, il est assez rapide, hein. Donc en moyenne, il a mis 0,02 secondes pour trier nos listes de 15 000 éléments. Vous voyez que pour les listes qu'on a construites nous-mêmes, les worst 1 et worst 2, eh bien il se passe quelque chose d'étrange, c'est que ça va beaucoup plus vite que le temps que ça prend pour les listes de nombres pris au hasard. Alors pourquoi? Parce que justement l'algorithme qu'utilise Python, qui ressemble un petit peu au tout dernier qu'on va voir à la fin de cette vidéo, mais en plus compliqué, il arrive à déceler et utiliser d'une certaine façon la structure qu'on a mise dans ces listes-là. Il est plus rapide sur des listes dans lesquelles il y a déjà un ordre, même si c'est pas le bon, que sur des listes où il n'y a pas d'ordre du tout, où les nombres sont pris au hasard. Donc ça, c'est déjà intéressant à observer. Oui, vous voyez que notre worst 1, qui est donc la liste des nombres qui sont écrits du plus grand au plus petit, c'est une liste dans laquelle il y a un ordre. C'est pas le bon ordre, mais il y a un ordre. Et cet ordre-là, eh bien, l'algorithme de Python, dont on verra une version faible à la fin de cette vidéo, il arrive à le déceler et à l'utiliser pour aller plus vite. Et ici, pareil, la liste cyclique, on voit bien qu'il y a un ordre, hein, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et il n'y a que le dernier qui n'est pas à la bonne place. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui permet qui, avec l'algorithme qu'utilise Python, rend les calculs très faciles et très rapides. Donc on verra ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on a vu deux choses. On a vu qu'il fallait prendre en compte dans nos calculs de complexité un petit a et un petit b, le temps moyen pour une comparaison et le temps moyen pour un swap. Et on a vu aussi que on pouvait tester nos fonctions de tri grâce à cette fonction-là qui s'appelle test. Voyons maintenant notre premier algorithme, celui qu'on a décrit tout à l'heure, le tri par sélection, celui dans lequel on va aller chercher le plus petit élément de la liste et le mettre à sa place tout à gauche de la liste en utilisant un swap. Donc cette fonction-là, cet algorithme-là, il est écrit ici en langage Python. Je ne vais pas le détailler. En gros, ici, on va aller chercher le plus petit élément dans une liste et sa position. Et ici, une fois qu'on connaît ce plus petit élément, on va juste échanger les deux nombres. Le nombre le plus petit qu'on a trouvé et celui qui est à sa place. Donc ça, c'est le tri qui s'appelle tri par sélection et on va le tester tout de suite. Donc je vais faire une petite pause, je vais le lancer et faire une petite pause parce que ça permettra d'aller plus vite dans la vidéo.
Voilà, donc nos tests sont faits. Ici, vous voyez que d'abord, quand on essaye sur la petite liste, on voit que effectivement le résultat est bien la même liste, mais dans l'ordre. Donc ça, c'est une première chose. Notre algorithme de tri fonctionne bien. Deuxième chose, on voit que le temps moyen pour 15 000, une liste de 15 000 nombres, c'est de 9,32 secondes, que sur la liste inversée, le temps est un petit peu plus long, 9,72, et que sur la liste cyclique, le temps est encore un peu plus long, 15 secondes. Alors, pourquoi la liste cyclique, c'est le pire cas ici? Eh bien parce que on va analyser ça immédiatement. On part de cette liste cyclique et ce qu'on doit faire, c'est d'abord chercher le plus petit élément. Donc on commence avec 2, on compare à 3, à 4, à 5, à n, à 1. On a fait n-1 comparaison ici. Et à la fin, on a trouvé que le plus petit, c'était 1. Donc remarquez que si on avait pris n'importe quelle autre liste, on aurait quand même dû faire n-1 comparaison. Ça dépend pas de la liste qu'on a choisie. La seule chose qui dépend de la liste qu'on a choisie, c'est est-ce qu'on doit faire un swap ou pas. Et là, c'est le cas. On doit en faire un. Ensuite, on a le, le tour numéro 2. Donc une fois qu'on a fait ce premier swap, on a obtenu 1, 3, 4, etc. jusqu'à n et ensuite 2. On doit recommencer. Sauf qu'on sait déjà que le premier il est à sa place, donc on n'y touche plus. Donc on doit faire juste une comparaison de moins. Et une nouvelle fois, ça dépend pas de la liste qu'on a prise. On devra de toute façon faire n-2 comparaisons au deuxième coup. Et par contre ici, comme le 2 il est à la fin, on va devoir faire un swap. Et ça, c'est pas nécessaire. Il se pourrait que celui-là soit déjà le plus petit. Mais dans notre cas, on doit faire un swap. Donc on compte un swap ici. Et ainsi de suite. Ici, on va devoir faire n-3 comparaisons pour trouver le plus petit parmi ceux-là. Et une nouvelle fois, ça ne dépendra pas de la liste, mais par contre, ce qui dépend de la liste, c'est le fait que notre plus petit élément, il est là à la fin, et que du coup, il faut aller le mettre à sa place. Donc, on a besoin d'un swap. Autrement dit, oui, pardon, avant de terminer, de continuer, ça va descendre comme ça, n-1, n-2, n-3, jusqu'à combien? Ben, jusqu'à n-n. Donc en fait, on va avoir à faire la somme de 0 plus 1 plus 2 plus n-2 plus n-1 pour trouver le nombre de comparaisons qu'on a faites. Ça c'est une suite arithmétique. Vous connaissez la formule, c'est n fois n-1 sur 2, comparaison. Et combien de swaps on a fait? Eh bien, on en a fait exactement n, et on n'aurait pas pu en faire plus. On aurait pu en faire moins, mais pas plus, puisque à chaque fois, on ne peut faire à chaque étape qu'un seul swap. Donc on voit bien qu'ici on a fait le maximum d'opérations possibles, donc c'est bien le pire cas, cette liste cyclique. Et quand on compare maintenant, quand on calcule la complexité, on dit que la complexité c'est quoi? Bah, c'est n fois n-1 sur 2 fois a. Donc ici on a développé n fois n-1 sur 2, et plus n fois b, donc ici. Et vous voyez que ça, ici, c'est beaucoup plus grand que ça. Et on a dit que dans la complexité, ce qui nous intéressait, c'était l'ordre de grandeur, c'est pas la valeur exacte. Même si c'est intéressant d'avoir la valeur exacte. L'ordre de grandeur ici, c'est donc n au carré sur 2 fois a, puisque n sur 2 est négligeable devant ce truc-là. N s'agrandit raisonnablement, mais n au carré s'agrandit beaucoup plus vite avec n. Donc celui-là, on peut l'ignorer. Et de même, ici, on a n fois b, qu'on peut ignorer aussi. Donc dans notre complexité, on voit que en gros, on a n au carré sur 2 fois a. Et ce qu'on constate, c'est que quelle que soit la suite qu'on a prise au départ, on aura de toute façon fait cette partie-là. Le n au carré sur 2 fois a, on l'a de toute façon fait. Ça, c'est pas juste dans le pire cas, c'est toujours vrai. Ce qui fait qu'on est dans le pire cas, ici, c'est le n fois b, qui pourrait, par exemple, pour la liste, si on lui donne une liste qui est déjà ordonnée, ben, il va devoir quand même faire ce nombre-là de comparaisons. À chaque fois, il remarquera que
l'élément le plus petit, il est bien à sa place, et donc il ne changera rien. Et donc dans ce cas-là, on aurait 0 ici, 0 fois b. Mais dans le pire cas, ici, on a n fois b. Donc la seule différence entre le cas général et le pire cas, entre un cas quelconque et le pire cas, ben, c'est ce petit truc-là. Alors il se trouve qu'ici, ça s'est concrétisé par 5 secondes de plus par rapport à la moyenne. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Si on avait fait un deuxième test, il se pourrait bien qu'on ait juste 11 au lieu de 15. Alors ensuite, l'algorithme suivant qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle l'algorithme du tri à bulles. Donc on va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Donc ici, le tri à bulles, comment ça fonctionne? Eh bien, vous prenez une liste non ordonnée, comme celle-ci, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire remonter les grands nombres, comme des petites bulles dans un verre de champagne, vers la surface. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on prend le 7 ici, et on regarde s'il est plus petit que le 2. S'il est plus petit, on n'y touche pas. Si par contre il est plus grand, on les échange tous les deux. Donc là, comme 7 est plus grand que 2, on les échange. Et on se retrouve dans cette situation qui est ici. Et puis on recommence. Est-ce que 7 est plus petit que 3? Non, donc on les échange. Est-ce que 7 est plus petit que 4? Non, donc on les échange. On en est ici. Est-ce que 7 est plus petit que 9? Oui, alors on touche à rien. Et on passe au suivant. Est-ce que 9 est plus petit que 2? Non, donc on les échange. Est-ce que 9 est plus petit que 1? Non, donc on les échange. Et de cette façon-là, les plus grands sont remontés comme des petites bulles jusqu'à la surface, ici. On sait maintenant que le plus grand nombre, ici, le 9, il est bien à sa place. Et il n'y a plus qu'à traiter cette partie-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recommence exactement la même chose. Est-ce que 2 est plus petit que 3? Ah oui, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Est-ce que 3 est plus petit que 4? Oui, on n'a pas besoin d'y toucher. Est-ce que 4 est plus petit que 7? Oui, on n'a pas besoin d'y toucher. Est-ce que 7 est plus petit que 2? Non, donc on les échange. Est-ce que 7 est plus petit que 1? Non, donc on les échange. Et finalement, le 7 sera arrivé ici au deuxième tour, et ainsi de suite. Donc ça c'est la technique du tri à bulles, et dans ce cas-là, le pire cas, c'est la liste inversée. Donc on part de n et on descend jusqu'à 1. Alors voyons ça. La complexité dans ce cas-là, c'est quoi? Alors on doit, comme au premier tour, ce qu'on doit faire quand on part de cette liste-là, c'est dire est-ce que n est plus petit que n-1? Donc une comparaison. Non, donc on les échange. Du coup, on va faire aussi un swap. Et puis après, est-ce que n est plus petit que n-2? Non, donc on les échange. On a de nouveau fait une comparaison et un swap. Et on continue comme ça. N, il va se retrouver ici à un moment. Est-ce que n est plus petit que 2? Non, donc on les échange. Est-ce que n est plus petit que 1? Non, donc on les échange. À la fin du premier tour, on a obtenu ce résultat-là. Et on a eu besoin de faire n-1 comparaison et n-1 swap. Et au deuxième tour, eh bien, on doit faire la même chose. On prend le n-1. Est-ce qu'il est plus petit que n-2? Non, donc on les échange. Est-ce qu'il est plus petit que n-3? Non, donc on les échange. Est-ce qu'il est plus petit que 2? Non, donc on les échange. Est-ce qu'il est plus petit que 1? Non, donc on les échange. Est-ce qu'il est plus petit que n? Oui, donc on touche à rien. Et on arrive à ce résultat-là. Et on a eu besoin de faire combien de comparaisons? En fait, la toute dernière que j'ai dite, on n'en avait pas besoin, puisqu'on sait que n, c'est le plus grand de toute façon. Donc on aurait pu s'arrêter ici. On a fait n-2 comparaisons. Et on a dû faire autant de swaps, n-2 aussi. Et on recommence avec n-2 cette fois-ci. Est-ce que n-2 est plus petit que n-3? Non, etc. On va devoir faire n-3 comparaisons et n-3 swaps. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a fait le nombre maximal de comparaisons, qui de toute façon ne bouge pas vraiment, c'est toujours le même. Et par contre, on a fait aussi le nombre maximal de swaps possible. Donc on est bien dans le pire cas. On ne peut pas faire pire que ça. Et la complexité qu'on obtient, c'est quoi? Eh bien, c'est
euh, le nombre de comparaisons, n-1 plus n-2 plus n-3 jusqu'à 1, c'est 1 plus 2 plus n-2 plus n-1, c'est n fois n-1 sur 2. Ça, c'est le nombre de comparaisons. Et comme à chaque fois on a fait autant de swaps, ben on a autant de swaps. Donc finalement, la complexité, c'est quoi? C'est a plus b fois n moins 1 sur 2. Et si on néglige le moins 1 qui est ici, ça nous fait a plus b fois n au carré sur 2. Donc vous voyez par rapport au tri par sélection, la différence, elle est juste qu'on a rajouté un plus b ici. Alors maintenant, on va voir ce que ça fait quand on teste, on utilise notre fonction de test sur cet algorithme de tri à bulles. Une nouvelle fois, je vais faire une pause pour laisser les calculs se faire tranquillement. Alors voilà, les résultats sont arrivés. D'abord, on vérifie que notre algorithme fait bien son travail d'algorithme de tri, et effectivement c'est le cas. Les éléments de x sont bien rangés dans le bon ordre après le passage de l'algorithme. Le temps moyen pour une liste de 15 000 éléments, c'est 24,7 secondes. Donc par rapport aux 10 secondes qu'on avait avant pour l'autre algorithme, bah, c'est beaucoup moins bien. Et sur le pire cas, 33 secondes. Donc là, ça devient carrément très très long. Par contre, vous remarquez que sur la liste cyclique ici, on obtient 14 secondes, donc un bien meilleur résultat que ce qu'on a trouvé ici. Donc, ça, je vous laisse réfléchir à la raison pour laquelle c'est le cas. Et on va passer maintenant à l'algorithme suivant, qui s'appelle l'algorithme par insertion, et qui consiste à faire la chose suivante. Voyons un exemple. Ici, on a pris une suite qui est 7, 4, 3, 2, 5. Donc, dans le tri par insertion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper d'un nombre en particulier. Donc, on va commencer par le deuxième. Le premier, on ne s'en occupe pas pour l'instant. On regarde le deuxième nombre et on va le repousser vers la gauche autant de fois qu'il faut pour que, par rapport à ce qu'il y a à sa gauche, il soit à la bonne place. Et tout ce qui est à sa gauche et qui doit être à sa droite, en fait, on va le décaler d'un cran vers la droite. Donc voyons ça ici, 4, il faut le faire passer à gauche de 7. Donc on fait un swap. Ensuite, 3 ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit passer de l'autre côté de 7, puis de l'autre côté de 4. Il faut copier 7 à la place de 3 et 4 à la place de 7. Donc au total, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme un swap plus un demi-swap. On a fait 3 mouvements. Lui, il est allé là, un mouvement. Lui, il est allé là, 2 mouvements. Lui, il est allé là, 3 mouvements, au lieu de 2. Donc ça fait 1,5 swap si on veut. Ensuite, on regarde le nombre suivant, c'est 2. 2, il doit aller où? Tout là-bas ou à gauche. Donc on l'envoie à gauche, et tous les autres, on les décale d'un cran vers la droite. Donc on a fait une opération, 2, 3 et 4. Donc on a fait comme 2 swaps. Et combien de comparaisons? Ben, à chaque fois, on doit comparer 2 à ce qui est juste avant lui. Donc on l'a comparé une fois, 2 fois, 3 fois ici. Alors, dans cette situation, le pire cas, c'est la liste inversée, et on va calculer sa complexité, mais avant, regardons déjà les performances. Donc ici, je reviens là, j'enlève ce truc-là, et je vais l'envoyer après avoir fait, et je vais faire une pause pendant ce temps-là. Voilà, les tests sont arrivés. Une nouvelle fois, on vérifie d'abord que c'est bien un algorithme de tri, on a bien rangé la liste dans le bon ordre. Ensuite, on voit que le temps moyen, c'est 11,75, et que sur la liste inversée, qui est ici le pire cas, on a 22,71 secondes. Par contre, sur la liste cyclique, on a 0,072 secondes. Donc là, c'est très bon. Comme dans la question précédente, comme dans le cas précédent, je vous laisse comprendre pourquoi ça va si vite. Réfléchissez un petit peu, vous allez voir, c'est pas surprenant en fait.
Par contre, ce qui nous intéresse, comme dans le cas précédent, c'est de comprendre la différence en moyenne. Et vous voyez que ici, dans le cas du tri par sélection qu'on avait vu au départ, on avait des scores qui étaient un petit peu meilleurs en moyenne. Et ici, l'équivalent qu'on avait trouvé, c'était A fois n sur 2, n au carré sur 2. Ici, on a A plus B sur 2 fois n au carré sur 2. Donc, on trouve de manière relativement naturelle que le temps est un peu plus long. Alors, étudions rapidement le, pardon, excusez-moi, la complexité de cet algorithme. Donc, dans le pire cas qu'on a pris ici, on va comparer n au suivant. Donc ça, de toute façon, dans tous les cas, on va faire ça. On va toujours comparer le premier au deuxième et voir si le deuxième est plus grand. Alors, quand le deuxième est plus grand, on touche à rien, mais là, c'est pas le cas. Donc, on fait un échange, un swap, et on aboutit à ce résultat-là. Ensuite, on traite ce résultat, on regarde si si n est plus grand que n-2 ou pas. Oui, il est plus grand. Donc le n-2, il n'est pas à la bonne place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmener à sa bonne place, ici, en deux coups. Donc on va faire un mouvement, deux mouvements, et le n-1, il va venir ici, et le n ici. Donc au total, on a fait 4 mouvements. Donc à la deuxième étape, on a besoin de deux swaps. C'est comme si on avait fait deux swaps. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. On recommence. On fait un mouvement pour envoyer lui ici, un mouvement pour envoyer lui ici, et un mouvement pour envoyer lui ici. Donc on a fait 3 mouvements, soit un swap et demi. Et au tour suivant, on doit emmener celui-ci, pardon, le n-3 qui est ici, on doit le ramener ici. Le n-2 il doit aller là, le n-1 ici et le n ici. Donc là au total on a fait 4 mouvements, donc 2 swaps et 3 comparaisons parce qu'on a dû vérifier que n-2 était plus petit que lui, plus petit que lui, plus petit que lui. 3 comparaisons et 2 swaps. Et ainsi de suite, on va avoir ensuite 4, 5, 6 jusqu'à n-1 comparaisons. Et on va aussi avoir 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Quand on fait la somme de ces choses-là, on trouve, comme on avait fait tout à l'heure, a plus b sur 2 fois n n-1 sur 2. Et ça, c'est équivalent à a plus b sur 2 fois n au carré sur 2. Donc ça explique pourquoi les scores sont un peu moins bons ici. C'est parce qu'on a dû rajouter un b sur 2 au a par rapport au tri par insertion. Le dernier tri qu'on voulait vous montrer, je voulais vous montrer, c'est le tri par fusion. Alors, la méthode, elle est très simple. Si vous avez un tas de copies, c'est comme ça qu'on fait quand on a des copies anonymées. Vous avez un gros tas de copies et vous voulez les mettre dans l'ordre. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper le tas en deux et vous allez le donner à deux subordonnés qui vont chacun les trier. Et après, quand ils vont vous les rendre, eh bien vous allez juste avoir deux tas qui sont déjà dans l'ordre et il suffit de regarder la première copie de chaque tas et de prendre à chaque fois celle qui a le plus petit numéro et vous la mettez sur le tas. Et que vous la prenez dans votre main et vous la mettez à l'arrière du tas que vous avez déjà. De cette façon-là, vous récupérez à chaque fois la plus petite de celle qui reste, qui est donc euh, celle qui doit... pardon. Le dernier algorithme que je devais vous montrer, c'est le tri par fusion. Alors, comment ça fonctionne le tri par fusion? Eh bien, c'est une méthode qu'on utilise quand on a beaucoup de copies anonymées à classer par numéro d'anonymat, du plus petit au plus grand.
Donc quand on doit faire ça, on a un énorme tas de copies, on le coupe en deux et on le donne à deux subordonnés qui doivent classer chacun leur tas. Et après, quand ils vont nous les rendre classés, on va donc avoir deux tas qui sont dans le bon ordre chacun, et on va prendre à chaque fois la plus petite, la feuille avec le plus petit numéro qu'on a devant les yeux. Donc si elle est sur le tas de gauche, on la prend, et après on regarde et il y a un nouveau numéro sur le tas de gauche, et il y a toujours le même numéro sur le tas de droite. On va aller prendre celle des deux qui a le plus petit numéro et on la met derrière celle qu'on a déjà prise, et ainsi de suite. Et ça va très vite euh, à fusionner comme ça deux tas qui sont déjà euh, bien rangés. Mais maintenant, nos subordonnés, eux, ils vont faire la même chose. Ils vont couper leur tas en deux et le donner à deux subordonnés. Et, et comme ça, ils n'auront plus qu'à attendre l'état trié et à faire l'opération facile. Et après, les sub-subordonnés, ils vont chacun couper leur tas en deux et le donner encore à deux autres personnes qui vont chacun faire le boulot, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la méthode de classement par fusion, et c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien, qui est vraiment efficace, comme on va le voir. Donc ici, je vais juste commenter ce truc-là pour que ça n'intervienne plus. Et, pardon, ici. Et on va tester ce tri par fusion. Donc je ne vais pas vous décrire l'algorithme qui est écrit ici, hein. Vous pouvez faire pause et regarder si vous voulez. Je vais faire juste ça, comme ça vous pouvez avoir une vision d'ensemble si vous faites pause. Voilà. Et ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va tester sa rapidité. Et on va faire ça ici. On va nettoyer là et envoyer. Voilà. Et donc là, vous voyez que en gros, en moyenne, il va mettre 0,5 secondes pour trier ses copies. Enfin, ces 15 000, pour, ces 15 000 mettre dans l'ordre cette suite de 15 000 nombres. Donc c'est moins bien que la fonction que nous donne Python, qui, comme je vous l'ai dit, est un peu plus compliquée que celle-ci, mais c'est quand même déjà pas mal. C'est pas mal parce que par rapport à 10 secondes, eh ben, on fait 20 fois mieux. Donc 20 fois mieux que ce qu'on avait trouvé de mieux pour l'instant. Alors, la complexité de cette méthode par fusion, c'est une constante fois n fois notre fameuse fonction L2 de n qui associe à n le nombre de chiffres dans son écriture en base 2. Donc, qu'est-ce qui se passe quand n est multiplié par 2? Eh bien, L2 de n, lui, il gagne juste 1. Donc, ça explique pourquoi la complexité de cette fonction-là grandit beaucoup plus lentement que n au carré, ou n au carré sur 2, comme c'était le cas pour le test, pour le tri par sélection. Alors pourquoi cette valeur-là et pas autre chose? Eh bien, c'est pas complètement facile à expliquer, mais en gros, si vous connaissez la complexité pour un tas de 500 000 feuilles, et que vous cherchez la complexité maintenant pour un tas de 1 million de feuilles, qu'est-ce que vous allez trouver comme différence? Ben, pour 1 million de feuilles, vous allez couper le tas en deux, et donc vous allez utiliser la complexité pour le premier tas de 500 000 et pour le deuxième tas de 500 000, donc vous allez faire deux fois cette complexité. Et après, il faut remettre les feuilles dans l'ordre, et ça va rajouter un petit peu, mais comme on a dit tout à l'heure, ça c'est facile. Donc en gros, quand vous doublez le nombre de copies, vous doublez aussi le nombre d'opérations, mais pas plus. En tout cas, pas beaucoup plus. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quand on double n,
Donc on met, au lieu de prendre 500 000, on prend 1 million de copies, bien la complexité, elle est multipliée par 2, un peu plus que 2. Donc ça se voit à cet endroit-là. Et tout le reste, la procédure de rangement, une fois que les deux tas sont triés, ben, c'est coincé là-dedans. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment que la partie la plus importante, elle est là. D'accord? Et ça, on multiplie par quelque chose qui grandit, certes, mais qui grandit très lentement, beaucoup moins vite que n. Donc ça explique pourquoi notre algorithme de par fusion est beaucoup plus rapide que l'algorithme par sélection, par exemple. Voilà, c'est fini pour cette euh, capsule. Je vous retrouve dans une capsule prochaine pour un petit délice. On va comprendre la complexité de l'algorithme d'Euclide. C'est complètement hors programme, mais c'est très joli. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez le regarder. Vous n'êtes pas obligé. Au revoir.